Mais si, moi je vous le dis, la pause s'impose. C'est mieux le matin, dernier rendez-vous de la semaine. Mais le premier rendez-vous en Lorraine, Champagne-Ardenne. Ravi de vous retrouver. Yvette aussi, bonjour. Yvette, c'est le grand retour. Eh oui. On va faire une chanson sur le grand retour. Yvette, nouvelle méthode pour apprendre les langues étrangères. Une méthode super sympa d'apprentissage. Étonnant, on va découvrir ça dans ce rendez-vous. Jérôme Cole, bonjour. Bonjour. Ça va Jérôme? Ça va. Jérôme, vous êtes spécialiste vélo et vous connaissez un rayon, vous en connaissez un rayon sur les diagnostics, opérations. L'opération diagnostic vélo du 21 mars au 3 avril, un contrôle gratuit. Dans 700 boutiques en France. C'est 700 important. en France. Merci, vous êtes venu nous donner ces détails et ces infos. Découverte, scène et bar. Un festival qui bat son plein, c'est du côté de Thionville. Bonjour Pascal. De Thionville, de la vallée de la Fène. Je me suis couché très tard pour le festival et levé très tôt pour vous. Merci Pascal, ça nous fait plaisir. Et nous aurons dans cette émission ce vendredi aussi les conseils avisés de Sophie et son mètre carré pour avoir de belles plantes toute l'année. Nous aurons aussi dans quelques minutes les recommandations de notre ami Louis Ancet, notre vétérinaire qui nous attend du côté de Reims. Et tout de suite, nous accueillons un écrivain qui se trace une voie à part dans la littérature contemporaine. En votre nom, j'accueille Monsieur Olivier Lariza. Salut bonjour Olivier. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci bonjour beaucoup. à tous. Merci Olivier. Avec des sujets aussi alléchants ce matin. Ah oui, surtout que le vélo, vous, voilà. J'ai quelque chose à dire. Un intérêt dans chaque sujet qui sera présenté ce matin. Je crois qu'on va passer un très bon moment. Olivier, le choix des âmes paru chez Anne Carrière. On va situer tout de suite l'action. Vous nous emmenez quelques 90 ans en arrière, même un peu plus, 95 années en arrière, dans une bataille mémorable, un monument historique, une montagne à la fois alsacienne et vosgienne. C'est là où se situe l'action dans cet ouvrage. Au Vieil Armand, qui est une montagne totalement mythique et qui est tombée dans un oubli, sous une chape de plomb, une indifférence, parce qu'un tabou a pesé sur ce lieu pendant 90 années. Et c'est le lieu que j'ai effectivement choisi pour situer cette histoire, on va dire, hallucinante. Oui. C'est l'histoire d'un poilu qui est de son état horloger, qui veut, en contrario, ne plus perdre son temps pendant cette guerre maudite. Quand à la trentaine ou à la vingtaine, il a 32 ans, vous êtes envoyé presque du jour au lendemain au casse-pipe, jeté en pleine tourmente et loin de ceux que vous aimez. Eh bien, la seule obsession qui vous habite, c'est comment je vais m'en sortir, comment revenir et comment me mettre dans les conditions pour vivre finalement pleinement ma vie, la vie que j'ai à vivre, alors que je m'ouvre seulement à l'avenir, à 30 ans ou 32 ans. Oui. Vous décrivez à la fois une belle histoire d'amitié, de tranchée avec Louis, son compagnon d'armes fidèle. J'ai surtout effectivement voulu parler de l'universel humain et ce qui rapproche, au-delà de la tragédie, les hommes entre eux, à savoir les sentiments très forts, de l'amitié et aussi de l'amour. C'est effectivement avant tout une histoire d'amitié. Et le pire se confronte aussi à la poésie dans votre ouvrage, Olivier. Vous décrivez des scènes de bagarre, on a l'impression que vous les avez vécues. C'est incroyable. Quelque part, c'est un peu la réalité, parce que je pense que l'écrivain est un peu acteur de l'intime. Et s'il ne vit pas pleinement les choses qu'il essaie de raconter, s'il ne visualise pas les scènes, un peu comme dans un film, finalement, le lecteur, lui, ne participera pas à l'aventure et au voyage. Il y a une touche un peu poésique, vous nous faites voyager aussi dans cet ouvrage, je le dis avec le sourire. Il y a une touche martiniquaise, Natacha, la fiancée qui attend son bien-aimé à l'autre bout de la France, et martiniquaise. Et là, vous décrivez la Martinique. Bon, vous y avez vécu. J'y ai vécu et ça me permettait aussi d'aborder un aspect qui n'est rarement, voire jamais abordé dans ces romans, dans les romans de la Première Guerre mondiale, à savoir l'aspect colonialiste à l'époque qui était vécu comme quelque chose, appréhendé comme quelque chose de tout à fait naturel. Et puis, on parle de poésie, j'adore aussi par moments vous glisser comme ça quelques lignes, notamment sur le hibou qui surveille les combattants au clair de lune. C'est incroyable. J'ai essayé de faire ressurgir un quotidien. L'écrivain aussi, c'est ça, c'est faire ressurgir le quotidien, la matérialité des choses, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on voit, le coucher de soleil. Et je voudrais, Sylvain, vous avez filmé le regard de nos invités, complices de cette émission. Écoutez, ils vous écoutent avec un intérêt. Ça promet une très très belle émission. Je voudrais proposer aux téléspectateurs la réponse. Tout de suite, la réponse de la question posée hier avec notre invité. La réponse, c'est « Une vie de pintade à Beyrouth ». C'est le prochain titre de l'ouvrage de Laure Vatrin. Voilà la bonne réponse. Aujourd'hui, nous vous proposons aussi de gagner les livres d'Olivier, enfin du moins le livre « Le choix des âmes » paru chez Anne Carrière. Nous allons parler de la vie des animaux tout de suite. Vous me suivez, on va retrouver Louis. Vous restez là, les autres, on vous retrouve dans quelques minutes. On va retrouver Louis Ancet. Louis, notre vétérinaire.
à Reims. Comme chaque vendredi, le docteur Ancet nous rejoint pour la chronique. On poursuit aujourd'hui sur un thème que nous avions abordé quelque peu la semaine dernière, Louis, les nouvelles dispositions qui concernent les chiens et les chats. Louis. Oui, et les chats. Et pour revenir à des considérations un peu plus pratiques, Didier, nous avons souvent, donc c'est des pratiques quotidiennes, nous voyons des personnes qui viennent avec des animaux et qui ne sont pas du tout en règle, et bien sûr, généralement pas de leur faute. Je citerai pour exemple, donc, un client m'a apporté un petit chaton siamois qu'il avait acheté dans le sud de la France, qu'il avait donc ramené dans la région Champagne-Ardenne par avion. Alors ce chaton-là était donc un chaton siamois qui était censé avoir 3 mois. En fait, il en avait 5. Il n'était pas identifié. Il n'y avait pas de visite de vétérinaire au préalable, qui est une obligation du vendeur. Il avait donc acheté ça chez un particulier ou dans une animalerie, pardon. Donc, il faut absolument. Et le vétérinaire aurait bien, à ce moment-là, bien vu de près les dents que cet animal n'avait pas 5 mois, n'avait pas 3 mois, mais bien 5 mois déjà. Donc il y avait en plus tromperie un peu sur la marchandise. Cette petite chatte d'ailleurs ne faisait que 2 kilos et je pense qu'elle n'était pas en très très bonne santé. On parlait des chiens, un autre exemple avec un Rottweiler. Oui, alors ça, c'est un problème. Là, on a vu un client qui est venu chez nous. Il avait donc recueilli ou adopté ou repris un Rottweiler d'un de ses amis. Alors, il faut savoir que même s'il n'est pas propriétaire officiellement, il avait d'ailleurs des soucis au niveau des papiers et l'identification du chien. Il faut savoir que le détenteur du chien va donc être soumis aux mêmes obligations que le propriétaire, même s'il n'est pas encore propriétaire officiellement. Donc, petite remarque à ce sujet. Donc, on ne peut pas faire promener un Rottweiler ou un chien de première catégorie par une personne qui ne serait pas majeure. D'accord. Alors, on va parler de certification, les conditions pour obtenir une certification, Louis. Alors voilà, l'obligation qui se rajoute à cette loi de 1999, donc la loi de 2008 maintenant, qui a été donc promulguée en novembre de l'année dernière, va obliger donc le propriétaire non seulement à avoir une déclaration en mairie pour tous les chiens de première et deuxième catégorie, donc les chiens d'attaque et les chiens de défense. En plus de tout ça, il devra avoir un permis de détention. Et pour obtenir ce permis de détention, il faudrait donc un certificat ou une attestation d'aptitude que le propriétaire devra passer normalement avant la fin de l'année. Alors la question, bien sûr, c'est de savoir qui va faire passer ce certificat d'aptitude. Pour le moment, ce décret d'application-là n'est pas encore passé. Par contre, en ce qui concerne l'évaluation comportementale de tous ces chiens, et de tout chien qui aurait mordu, alors dans ce cas-là, il faudrait absolument une évaluation comportementale chez les vétérinaires. Alors ces vétérinaires-là, qui ont été donc formés spécialement, on en trouvera la liste dans les services vétérinaires. Donc c'est une liste départementale. Donc chaque département aura donc ces vétérinaires qui vont pouvoir faire une évaluation comportementale. Et le chien va être placé dans des catégories, première à 4e catégorie, et cette évaluation comportementale pourra être renouvelée. Donc un chien n'est jamais définitivement dans une catégorie. Et alors un dernier point important, Didier, c'est que toute morsure par un chien, quelle que soit sa race maintenant, il ne s'agit plus des premières et deuxième catégories, toute morsure devra être signalée en mairie par la personne soit le propriétaire, soit le médecin qui aura constaté la morsure, ou le vétérinaire lorsque ce chien est mis sous surveillance. Très bien. Est-ce que un jour vous imaginez que des tortues auront besoin d'un passeport, Louis ? Les tortues n'auront peut-être pas besoin d'un passeport, les tortues qui résident en France, non. Et puis, je rappellerai quand même que l'importation de tortues terrestres n'est totalement illégale en France. D'accord, parce que je sais... sont protégées par la Convention de Washington. Absolument. Mais certaines peuvent être oui, bien sûr, officiellement, tout à fait. Oui, certaines tortues africaines. Parce qu'on va le dire, vous l'aurez compris, Louis, Olivier est passionné par les petites tortues de Tunisie, notamment. Ce sont des tortues mauresses qui atteignent une certaine taille. Hein. D'accord, c'est plus des petites, là. Plus des petites, voilà, c'est des belles tortues. Ce sont des belles tortues et ce sont des animaux très étranges. Merci Louis. On rappelle l'échéance fin 2009 pour terminer, vous l'avez dit, on le précise. Hein, pour, fin 2009 pour le permis de détention, oui. Merci beaucoup Louis, on vous retrouve vendredi prochain avec toujours autant de plaisir. Vous avez parlé de Tunisie, vous voyagez beaucoup et vous aimez beaucoup le pays de Shakespeare. Mon cher Olivier. Certainement, oui, l'Angleterre, certainement. D'accord. Vous êtes maître de conférence de littérature anglaise. Oui, il semblerait. Bon, modestement, semblerait, oui, tout à fait. Et vous avez proposé aussi un essai sur les contes, les petites histoires, les contes de la Grande-Bretagne. Ah, je me suis amusé à faire ça, oui, un recueil d'histoires, de contes britanniques en français, mais certaines histoires sont en bilingue avec une version anglaise. D'ailleurs, c'est très difficile de s'auto-traduire. Donc, you speak English very well.
I do, sir, I do. I try to, yes. Bon, je sais aussi que vous avez envie d'apprendre l'italien par rapport à vos origines. Ouais. Donc apprendre une langue vivante, qu'elle soit anglaise ou italienne. Yvette Urguette, c'est donc toujours avec grand plaisir qu'on vous retrouve. Ces petites lettres, pourquoi faire? Ah, vous verrez par la suite. Bon, quelle est la différence quand vous initiez donc à une nouvelle méthode sur l'apprentissage des langues? La différence avec un apprentissage classique par rapport à l'hypnose? Alors, l'apprentissage classique, on va dire, va se connecter au cerveau gauche et qui est très logique, cartésien, rationnel. Donc, il en résulte plusieurs difficultés. Une difficulté d'intégrer les sons, le rythme d'une langue différente, et aussi, malheureusement, c'est l'élève qui doit s'adapter à la méthode. Hein. Et oui, il a aussi souvent, l'élève, des difficultés avec cette méthode-là de sortir de la traduction mot à mot. Alors que par hypnose, par exemple, on va se connecter au cerveau droit qui est beaucoup plus créatif et global. Et donc, c'est la méthode qui vient s'adapter au fonctionnement de l'élève. Et donc là, vraiment... Vous connaissiez cette méthode d'apprendre? Moi, je suis déjà hypnotisé par ma voisine. Hein. Déjà, on s'en doute, elle est facile. Mais simplement, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que deux choses. La première, c'est quand on apprend une langue, ce qui est exaltant dans l'apprentissage, c'est de communiquer. Ouais. Donc c'est la phase active, quand on communique, quand on échange avec les gens. Ça disparaît totalement dans cette... Il y a un plaisir de l'échange. Voilà, ça disparaît totalement. Et la deuxième question, là, qui est plus technique, c'est que je sais que dans l'apprentissage d'une langue, il y a généralement l'écoute intervient pour 30%. 70%, c'est la parole, c'est produire des phrases. Et dans ces 30%, il y a seulement 10% d'écoute passive. Donc ça voudrait dire que l'hypnose ne peut intervenir qu'au maximum pour 10% dans l'apprentissage d'une langue. Yvette ? Alors non, justement, parce que l'intérêt de l'hypnose, c'est que je vais reprendre presque les termes que vous avez employés en début d'émission. C'est que vous avez parlé de matérialisation, de ressentir les choses, de les voir, de les entendre. Et justement, un des principes de cette méthode-là, c'est d'aller vraiment immerger les personnes de sorte qu'on va vraiment intégrer tous les paramètres sensoriels. Ça va vraiment développer tout ça parce que finalement, cette méthode-là, elle s'inspire de l'apprentissage naturel, de la langue maternelle des enfants. Donc, on met un maximum les personnes en immersion totale. Donc, il n'y a pas que le côté auditif, justement. Très bien répondu. Tac. Moi, j'ai une bonne technique pour apprendre une langue étrangère, c'est d'avoir un fiancé ou une fiancée Alors, non, mais je vous en qui parle cette langue maternelle. Oui. Voilà. Ça n'a rien de magique, mais on ne se réveille pas d'un coup anglophone parfait. Ah non, apprendre en dormant, c'est encore un rêve. Comment ça marche? C'est encore un rêve, bien entendu. Mais c'est vrai que ça s'en rapproche beaucoup parce que justement, ça permet au cerveau d'avoir une hyper-créativité. Justement, l'état d'hypnose, mais en hyper-vigilance, en hyper-concentration, contrairement à ce qu'on pense souvent. On pense plutôt endormissement, mais là, pas du tout. Et donc, la personne va vraiment aller puiser dans ses ressources, dans ses capacités internes. Et là, ça fait une réelle différence. Et en plus, ça peut jouer sur aussi le côté émotionnel. Ça enlève, par exemple, les blocages, les complexes. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément s'exprimer oralement. Est-ce que ce n'est pas un peu une méthode aussi pour les gens qui n'ont pas trop envie de faire d'efforts? Ça donne véritablement, je peux vous dire, oui, c'est sûr, véritablement l'impression d'intégrer les choses sans réfléchir. Donc c'est très agréable et ça donne vraiment la sensation de la langue plus qu'une réflexion autour de la langue. Pourriez-vous me conforter dans la langue de Shakespeare? Vous pourriez vous me donner des... Oui, vous voulez qu'on fasse une petite séance? Non, pas tout de suite. Bon, dites-nous, est-ce qu'on utilise certains de ces outils dans les écoles? Vous parliez d'élèves tout à l'heure. Oui, dans les écoles et même chez nous, qui n'a pas appris à son enfant la chanson, par exemple 1, 2, 3, nous irons au bois, ou apprendre les multiplications en chantant, ou un prof d'histoire, par exemple, qui emmènerait ses élèves au cinéma pour voir un film sur la guerre 14-18, par exemple, pour aller appuyer le cours théorique. Mais c'est pour justement, par exemple, au cinéma, il n'y a pas un endroit meilleur pour modifier son état de conscience. Donc les élèves sont vraiment il faut se mettre en contact avec la langue maternelle, étrangère le plus possible. C'est pour ça que les gamins rient bien là, quand ils ont une maman origine de l'autre côté de la Manche, ils arrivent à bien parler l'anglais. C'est évidemment l'idéal, mais c'est vrai qu'aussi apprendre des comptines ou apprendre des chansons, ça donne le rythme, ça donne l'intonation. D'accord. Et c'est ludique. Voilà.